Vous allez écouter dans un instant le romancier Jonathan Coe, auteur majeur de la littérature britannique contemporaine, dont l'œuvre en français est publiée chez Gallimard, comme les livres La Maison du sommeil, Bienvenue au club, Billy Wilder et moi, Le Royaume des Unis. Mardi 13 janvier 2026, il était invité à la librairie Ombre Blanche autour de la publication de son nouveau roman Les preuves de mon innocence chez Gallimard, traduit en français par Marguerite Capelle, et dans lequel il explore, sous la forme d'une enquête policière, la trahison des élites et les origines du Brexit. La discussion était menée par Raphaël Gibergou et interprétée par Aurélie Delevalle. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de voir une salle aussi remplie. Je pense qu'on avait toutes et tous très très hâte de rencontrer Jonathan Coe. Jonathan, merci infiniment d'être avec nous ce soir. C'est un honneur, c'est un véritable honneur pour la librairie et pour nous, lecteurs, lectrices français, de vous recevoir. Donc merci du fond du cœur. Oh, c'est un grand plaisir, absolument. Bon, bien évidemment, on ne vous présente pas, il n'y a qu'à voir la salle remplie ce soir pour comprendre qu'on vous connaît bien, mais je vais quand même le faire très rapidement. Il me semble que vous avez déjà écrit une quinzaine de romans, ça doit être votre 15e roman publié en France, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. No, I think that's right. Yeah. Ok, 15e roman. 15. Oui, je pense Tout que rond. vous avez raison, à peu près 15, oui. Voilà. Un roman absolument génial à lire, mais on va avoir le temps de l'aborder largement. C'est d'ailleurs ma première remarque. Première réflexion que je me suis faite en vous lisant, c'était que c'était un livre qui était profondément amusant à lire. Et donc ma première question, je veux savoir si ça vous avait autant amusé de l'écrire que nous de le lire. Est-ce que c'était aussi fun de l'écrire? Ah, it's a good question. It was a very enjoyable book to write. I planned it as a kind of divertissement. It was meant to be a very short, simple book, just a parody of certain fictional genres, the crime genre in particular. And I just finished a rather complicated, long, ambitious novel called Le Royaume des Unis, and I wanted to write something short and simple just to kind of relax afterwards. Alors effectivement, ça a été très agréable à écrire. En fait, j'avais l'intention d'écrire un livre, un divertissement, un livre court et simple à la fois, une parodie de genre littéraire et notamment du polar, parce que je venais juste de finir un très très long et un livre très long et très 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 compliqué, Le Royaume des Unis. Donc j'avais besoin de me détendre un petit peu après l'écriture de ce livre-là. But if you think about it, writing humorous prose is the same as writing serious prose in a way. You have an idea, and the moment when you get the idea, if it's a good one, is exhilarating and pleasurable. And if the idea is for a joke, then yes, you do sometimes laugh when you think of it. But then you have the job of getting it out of your head and onto the page in words. And that's difficult and complicated, and you have to do it carefully. So that part of writing humorous prose is no more pleasurable than writing in any other way. Et en fait, quand on a une prose drôle, c'est ça revient à la même chose que d'écrire de la prose sérieuse. On a une idée. Donc voilà, on commence à la développer un peu. Si c'est une bonne idée, alors elle nous remplit d'excitation et de plaisir. Et puis donc on se met à faire des blagues un peu autour de ça, ce qui peut même nous faire rire au moment où on réfléchit à tout ça. Mais il arrive un moment où toutes ces idées, faut les sortir de notre esprit et les mettre sur la page, les mettre en mots. Et c'est là que les choses deviennent à la fois difficiles et compliquées, parce que c'est quelque chose. Enfin, il faut être très minutieux dans ce processus. Donc finalement, écrire de la prose, de l'humour en prose, c'est tout aussi difficile en fait. Alors, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu plus tôt là tout à l'heure. C'est un livre qui est très difficile à résumer.
C'est un livre au sujet duquel on risque de trop en dire, et j'ai surtout pas envie de faire ça aujourd'hui. On pourrait le décrire en parlant, vous l'avez évoqué, d'une enquête policière, d'une étude politique sur les ultra-conservateurs en Angleterre et aux États-Unis. C'est aussi un très joli roman, un très beau roman sur la Gen Z, donc la génération Z. Qu'est-ce que vous, déjà, comment est-ce que vous le décririez? Comment est-ce que vous le résumeriez? Voilà, déjà dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Ah, so you're saying it's too difficult to summarize, so how would I summarize it? You want me to do your job for you? Okay. J'ai pas envie de trop en dire. Du coup, voilà, vous me dites c'est trop difficile à résumer, donc vous allez me demander de faire un peu le travail à votre place et de résumer mon livre. Bon, on va voir. Well, you know, it took me 400 pages to tell this story, so I can't summarize it in 10 words. It's just not possible. Ça m'a pris 400 pages pour raconter cette histoire, donc ça va être assez compliqué de la résumer en 10 mots, en fait. It's a whodunit. It's a murder mystery. That's the first thing to know about it, that there is a murder at the heart of the book. Although a French critic actually was very harsh on the book because he was horrified that it took 150 pages for the murder to be committed, because apparently in a crime novel the murder is supposed to happen in the first chapter, but it doesn't in my book. Donc c'est un whodunit, hein, donc c'est une enquête policière où on cherche à découvrir qui est le meurtrier. C'est ça un peu le cœur du livre. Mais bon, malgré tout, il y a quand même un critique français qui a été assez dur, parce qu'il a dit avoir été horrifié par mon livre, parce qu'il faut plus de 150 pages pour que le crime ait lieu. Et normalement, c'est des choses qui, selon lui, se passent dès le premier chapitre, ce qui n'est effectivement pas le cas ici. But I took a few fatal decisions which pushed the book in a more serious direction. I decided that the murder would take place at a political conference. So immediately the book acquired a political dimension, which I hadn't really planned beforehand. And then I became fascinated by this moment in recent British history when we had a prime minister who only lasted in her job for 7 weeks, I think it was, whose name was Liz Truss. And I decided to set it during those 7 weeks. So again, the book got more and more political. Et puis bon, j'ai dû prendre quand même quelques décisions assez cruciales pour donner un tournant un peu plus sérieux aussi à mon roman. Et donc j'ai décidé que ce meurtre aurait lieu lors d'une conférence politique. Ce qui a commencé à donner au livre sa dimension politique, et c'est une chose que j'avais pas du tout prévue vraiment en amont. Et puis aussi, j'ai commencé à être vraiment fascinée par ce moment récent dans l'histoire britannique où on a eu une première ministre qui n'a duré que 7 semaines, Liz Truss. Et donc, j'ai décidé que mon roman se passerait pendant les 7 semaines de son mandat. I mean, I don't know how familiar you are with Liz Truss and her politics, but she's actually a very extreme politician, and has become much more so since she stopped being prime minister. And she now spends a lot of time in America talking to kind of conservative conferences, telling the Americans how she tried to bring this kind of radical conservatism to Britain, but she was defeated by the deep state in her expression. So she's become a kind of conspiracy theorist, and it's rather bizarre to me now to think that almost by accident this woman actually became our prime minister for a few weeks, and it was a kind of failure of the British political system, really, because we should have safeguards which mean that something like this can't happen. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien la politique de Liz Truss, mais en tout cas, il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui est assez extrême. Elle est même encore plus extrémiste maintenant qu'elle n'est plus en place. Elle intervient énormément aux États-Unis en fait ces derniers temps, et elle donne des conférences aux conservateurs, enfin voilà, sur le conservatisme aux Américains. Et
elle leur explique toujours qu'elle essayait d'amener une forme de conservatisme radical en Grande-Bretagne, mais qu'en fait le Deep State l'en a empêché. Et c'est quand même assez bizarre en fait son mandat quand même dans la politique britannique. C'est un peu comme si elle était devenue première ministre par accident, et ça semble aussi pointer un certain échec de la politique britannique, puisqu'en principe un mandat aussi court n'aurait pas dû avoir lieu. So this is how the book became more serious, really. I chose her time as Prime Minister as the setting for the novel, more or less at random. But once I'd chosen it, then I kind of became fascinated by her and fascinated by how she had become as powerful as she did. And so the book actually became less of a murder mystery and more of a kind of fictionalized history of conservatism in Britain and the States over the last 40 years or so, and how much it has radicalized and become more extreme in that time. Et donc, le livre a vraiment pris un tournant de plus en plus sérieux à partir du moment où j'ai décidé de prendre pour toile de fond de mon roman la durée du mandat de cette première ministre, qui était complètement par hasard à la base. Mais voilà, une fois que je me suis fixée sur cette idée, elle m'a fascinée de plus en plus. Et puis, c'est surtout sa puissance, son pouvoir qui m'ont fascinée de plus en plus. Donc, progressivement, le livre est devenu moins un polar et plus une sorte de disons, mise en fiction de l'histoire du conservatisme en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et comment, au cours de ce siècle, il s'est radicalisé et extrémisé, est devenu de plus en plus extrême. So I've summarized about a quarter of the book in 10 minutes. Is that good enough, do you think? C'est très bien. Donc je viens de résumer à peu près un quart du livre en 10 minutes. Vous pensez que j'ai fait le job? Mais on peut peut-être s'attarder sur cette conférence que vous évoquiez à Wetherby Pound. Vous venez de dire que Liz Truss assistait à ces espèces de réunions de l'extrême droite aux États-Unis. J'imagine que c'est ça qui vous a donné envie de créer ce lieu, Wetherby Pound. Et peut-être, est-ce qu'on peut raconter un peu ce qui s'y passe là-bas? Il y a un critique littéraire qui est invité, il y a une influenceuse qui est invitée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il est question dans cette réunion? Cette réunion qui dure plusieurs jours d'ailleurs. Yeah, there were a couple of right-wing conferences in Britain at the time when I was planning this book. They had very similar names. One was called NatCon, as in National Conservatism, and that is an American movement, I think, although they hold conferences all over the world. Alors il y a quand même quelques conférences, disons de la droite qui se passaient pendant que moi j'étais en train d'écrire ce roman, et notamment une qui s'appelait donc la NatCon, la National Conservative Conference, donc conférence du conservatisme national, qui est un terme plutôt américain, même si bon, le mot conférence est un mot qu'on utilise aussi partout dans le monde. And there was another one a few months later called PopCon, or Popular Conservatism. And my conference, which is called TrueCon, or True Conservatism, is kind of an amalgam of these two events. Et il y a une autre conférence qui a eu lieu aussi pendant cette période qui s'appelait donc la PopCon, sur le conservatisme populaire, Popular Conservatism. Donc j'ai choisi, moi, dans mon roman, d'avoir une conférence qui s'appellerait la TrueCon, True Conservatism, donc les vrais conservateurs. Donc c'est un espèce d'amalgame aussi de ces deux événements. But I suppose I should stress that I'm not really opposed to conservatism in theory. At least not the sort of conservatism of the kind I remember from growing up in the 1960s and 1970s, because my father in particular, who was a big influence on me, was quite right wing, but the trajectory this movement has taken since then, beginning in the UK with Mrs. Thatcher's government in the 1980s.
has been more and more extreme and more confrontational. And, we've now reached a point, as we all know, where having any kind of reasonable dialogue with one's political opponents is increasingly difficult because people take up more and more extreme and absolutist positions. Alors j'aimerais quand même souligner que en théorie, tout du moins, je ne suis pas réellement opposée au conservatisme en tant que tel. Enfin, en tout cas, comme je me le rappelle, parce que moi, j'ai grandi dans les années 60, 70, et mon père, qui a une très grosse influence sur moi, était lui-même plutôt de droite. Mais en fait, le problème, c'est plutôt la trajectoire que la droite a prise depuis, à commencer d'ailleurs par la Grande-Bretagne, avec bien sûr Thatcher. Et la droite est devenue de plus en plus extrême, est allée de plus en plus dans la confrontation, jusqu'au point qu'on connaît tous maintenant, où en fait il semble impossible d'avoir quelconque forme de dialogue, un minimum raisonnable avec nos opposants, les gens qui sont pas d'accord avec nous politiquement. C'est devenu difficile tout simplement parce que leurs positions sont devenues tellement extrêmes. But I thought it would also be interesting to put a writer somewhere in the middle of this conference because I'm kind of very interested in the idea of conservative writers because in a way it seems a sort of contradiction in terms to me. Je trouvais ça aussi intéressant d'avoir un écrivain au beau milieu de cette conférence, que je trouve que c'est une idée intéressante, que d'avoir un écrivain conservateur, c'est presque une contradiction en fait dans les mots. I mean, if you decide to write in the first place, why would you do that? You only do it because you're dissatisfied in some way with reality as it is, and you want to rearrange it to your own likings. So that the idea of a writer whose position is that he or she wants to conserve the world as it is seems slightly paradoxical to me. Et puis quand on décide d'écrire, on le fait parce qu'on n'est pas content. Enfin, il y a quelque chose qui nous déplaît dans la réalité, et donc on essaie un peu de la réarranger d'une manière qui nous plaît. Et c'est ce qui peut arriver dans le cas d'un écrivain, d'une écrivaine conservatrice. Son but serait de vouloir conserver le monde tel qu'il est. Et c'est là aussi on voit la contradiction. And most writers and artists tend to be on the left. We have a few right-wing writers in the UK, so they tend to be kind of rather lonely and isolated figures because they're kind of slightly shunned by their writing colleagues and so on. And I like the idea of writing about a figure who now politically is aligned with what is happening in his country, but he still feels kind of shunned and looked down upon by his fellow writers because of his politics. C'est vrai qu'on se représente souvent le monde des auteurs comme étant relativement de gauche, et bon, on a relativement peu d'écrivains spécifiquement identifiés comme de droite en Grande-Bretagne. Donc, ce sont des gens assez solitaires et isolés dans le paysage littéraire, et qui sont souvent leurs collègues plus de gauche leur font largement de l'ombre. Et donc j'aimais vraiment cette idée d'avoir cette figure d'écrivain qui serait en accord avec ce qui se passe dans son pays, mais qui demeurait quand même un peu méprisé par ses collègues, puisque ceux-ci ne sont pas du même bord politique que lui. Alors ça peut peut-être être l'occasion d'aborder le titre de votre roman. Donc voilà, il est question de cet écrivain Cockerill, qui est un écrivain qui inventé et fictif, bien que lui déteste des écrivains très réels comme Martin Amis, comme Ian McEwan, comme Julian Barnes, voilà, des figures de la littérature britannique des années 80-90. Mais donc cet écrivain Cockerill a écrit un livre notamment qui s'appelle Mon innocence.
Et tout est là en fait dans le titre, dans le jeu de mots qu'on peut peut-être prendre le temps d'expliquer pour les lecteurs, lectrices français, les preuves de mon innocence. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il est question? This book is a nightmare for my translator because it is full of jeux de mots, and actually I remember giving a talk with in Venice with a translator, and we were discussing that. He wasn't my translator, but he translated a lot of famous writers, and we were discussing the art of translation. And I said that, over the years, I'd stopped putting verbal jokes into my books because they made life too difficult for my translators. And he was really offended by this and said it was patronizing, and that, if translators could translate Finnegan's Wake, then they could certainly translate my stupid little jokes. So I thought, okay, well, I'll start doing it again in that case. Alors c'est vrai que mon livre peut être un véritable cauchemar en fait à traduire parce qu'il est truffé de jeux de mots. Et d'ailleurs, je me souviens que je donnais une conférence à Venise et j'étais avec un traducteur, alors pas le mien, mais il a traduit énormément d'écrivains célèbres. Et donc nous parlions de l'art de la traduction. Et je lui ai confié que j'avais arrêté de mettre des jeux de mots dans mes livres parce que je savais que c'était un cauchemar pour les traducteurs. Et il m'a dit avoir été très offensé en fait par cette remarque. Il me dit, écoutez, si on peut traduire l'éveil de Finnegan de Joyce, on peut quand même traduire vos petites blagounettes. Et donc là, je me suis dit, très bien, je crois que je vais recommencer à mettre de l'humour et des jeux de mots dans mes livres. So in English, the word proof has two meanings. It can mean the demonstration of something. So if you're accused of a crime, then somehow you have to provide the proof of your innocence. You have to provide evidence that you didn't do it. Alors en anglais, le mot preuve pris comme ça, en fait, a deux significations. Donc c'est à la fois démontrer quelque chose, surtout quand on est accusé d'un crime, on doit quand même apporter la preuve de son innocence. But also in a more specific sense, it can mean the proof copy of a book, which is an advanced copy before it's been fully edited, which is sent out to journalists and reviewers and bookshops. And that kind of edition of the book is called the proof. So this novel is not actually about someone trying to prove their innocence. It's about an early copy, an advanced copy of a novel, which is called Mon innocence, My innocence. Et bien sûr, ce mot aussi renvoie aux épreuves, les épreuves d'un livre, donc the proof copy, qui est donc une version très avancée du roman qu'on envoie aux libraires, aux journalistes, etc. avant la sortie officielle du livre. Et donc c'est cette édition qu'on appelle les épreuves. Donc ici, effectivement, dans le livre, il ne s'agit pas de prouver quelque innocence que ce soit. Il s'agit bien l'épreuve, L''épreuve d'un livre qui s'appelle Mon innocence. And for a long time, actually, it was called, my novel was called The Proof of Identity, which is actually a better title. But I was talking about it to a friend, and she said, why is it called that? And I said, well, because it's about a proof copy of a novel called Identity. And she said, like the Milan Kundera novel. And I thought, shit. Milan Kundera wrote a book called Identity, so I had to change it, and My Innocence was the best I could do. Alors en fait, c'était pas le titre original, puisque au début, ça devait être l'épreuve de l'identité. On va faire ce qu'on peut en français. Et moi, personnellement, je trouvais ce titre bien meilleur, donc j'en ai parlé à une amie. Elle me dit mais pourquoi identité? Enfin, tu sais bien que Milan Kundera a déjà écrit un livre qui s'appelle comme ça, donc. So, as you can tell, this novel is really about almost everything. But the one thing it's not really about is innocence, and yet that's in the title. But anyway.
Bon, vous l'aurez remarqué, ce roman traite d'un très grand nombre de sujets, mais s'il y a bien une chose dont il n'est pas question dans ce roman, c'est bien d'innocence, en fait. Alors, j'aimerais bien qu'on aborde cette question de réalité, de vérité, de fiction, qui est, à mon avis, centrale dans votre roman. Cockerill, donc cet auteur dont il est question, est obsédé à un moment donné de sa vie par l'idée de vérité. Il dit à un moment, je me suis efforcé de dire la vérité telle que je m'en souviens, telle qu'on me l'a racontée. Et plus loin, il dit, tout acte d'écriture, par définition, implique des choix, d'où les distorsions, d'où les inventions. Moi, j'aimerais connaître votre rapport à la vérité, Jonathan Coe, quand vous écrivez des romans. Well, even though I'm kind of opposed to him politically, I tend to agree with Peter Cockerill on the subject of truth and fiction. And I'm particularly skeptical of books which present themselves somehow as being truthful and honest. In fact, I immediately become suspicious if I see a book and the publisher on the back of the book has described it as honest or painfully honest, because you never know when an author is being honest with you, and usually an author is not being honest with you. But at least writers like me who make their stories up are honest about the fact that we're not being honest. Alors même si je n'ai pas du tout la même vision que lui politiquement parlant, je suis relativement d'accord avec Peter Cockerill sur les notions de vérité et de fiction. Moi, je suis toujours très très sceptique quand je tombe sur des livres qui se présentent comme vrais, véridiques, honnêtes. Tout de suite, moi, ça me rend très, j'ai tout de suite des soupçons. Je suis très suspicieux dès que je lis ça sur une 4e de couverture. Je me dis toujours, comment un auteur peut-il être honnête? Et en tout cas, si moi, en tant qu'écrivain, je peux être honnête sur une chose, c'est sur le fait que nous ne sommes pas honnêtes. So the last part of the book, for instance, is subtitled an essay in autofiction. And some people have interpreted it as a kind of satire on autofiction or an attack on autofiction. But actually, I have no complaint with autofiction, and I read it myself. What bothers me is when critics, or sometimes the authors of these books, make the claim that because they're not writing fiction per se, because they're not making things up, what they write is more truthful and more honest than what fiction writers produce. And I don't think this is the case. Alors la dernière partie du livre a un sous-titre qui s'appelle un essai sur l'autofiction. Bon, c'est une sorte de satire, de petite attaque sur. Enfin, on me dit souvent c'est une satire, c'est une attaque sur l'autofiction, alors que pas du tout. En fait, moi, j'en lis aussi moi-même. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est une fois que les critiques ou que les auteurs et autrices eux-mêmes disent que puisque c'est pas exactement de la fiction, puisqu'ils n'ont rien inventé, qu'ils essaient d'être aussi vrais et véridiques que possible, ils sont plus vrais et véridiques, plus authentiques que la fiction, que les auteurs de fiction. Et moi, je trouve que c'est absolument pas vrai. Vous écoutez le romancier Jonathan Coe à la librairie Ombre Blanche, mardi 13 janvier 2026, autour de la publication de son livre « Les preuves de mon innocence » aux éditions Gallimard. Bon, en fait, il y a tellement de choses à dire. Ça me fait penser là à une citation de votre personnage Christopher, donc qui est au centre de toutes les actions du roman. Alors qu'il est en train d'écouter justement le discours de Liz Truss au moment où elle devient Premier ministre, il va dire « Demain marquera définitivement la rupture entre la Grande-Bretagne et la réalité. Demain marquera la fin de la vraie vie et le début des fables. » En quoi est-ce que la fiction devient primordiale dans un contexte de contre-vérité, de fable, justement? Yeah, I mean, Chris, who is the
one of the main characters in the book, and also the person who gets murdered. It's not too much of a spoiler, I don't think, to tell you that. Is his role really is to talk about the political narrative that the book tells, which in a way is the surface of the book and not what is really happening underneath. Alors Chris, en effet, qui est un des personnages principaux du roman et qui est aussi la personne qui va se faire tuer. Là, je ne vous divulgage rien du tout, en fait. Mais bon, son rôle, en fait, c'est de parler de la narration politique du livre, ce qui semble être effectivement, enfin, je vous le dis, c'est plutôt la surface du livre. Hein, c'est pas vraiment ce qui se trouve sous cette surface. But actually, what I've found in all the political novels that I've written in the last 10 years or so is that these ideas of truth and reality in the UK have become very bound up with our politics. Et ce que je peux vous dire aussi sur tous les romans politiques que j'ai écrits ces dernières années, c'est qu'effectivement ces idées de vérité et de réalité en Grande-Bretagne en fait sont très très liées à cette politique et à la dimension de la politique du pays. And the obvious example of this, and the thing, of course, that has changed the course of my country's history in the last 10 years is the vote for Brexit in 2016, because the British have always been seen, as far as I understand it, by people from other European countries and by their colleagues in the European Union as the great pragmatists and the great realists. And yet, when we voted for Brexit, we voted not to be pragmatic. We voted for very ideological reasons and very abstract ideological reasons, really. Those people who voted for Brexit and still maintain that they've made the right decision, which is a dwindling number, say that they did it not because it would make life practically better in the UK, but they did it on a point of principle, if you like, which is the principle of sovereignty. Et l'un des grands exemples qui illustre ça, une des choses qui a fait changer radicalement le cours de l'histoire de mon pays, c'est clairement le Brexit qui a été voté en 2007, puisque, enfin, d'après moi, 2016, pardon, parce que, en tout cas, d'après moi, la Grande-Bretagne est vue par les autres pays européens et par la communauté européenne comme le grand pays pragmatique de l'Europe, le grand pays réaliste de l'Europe. Or, le Brexit a été un vote qui était tout sauf pragmatique. D'après moi, c'est ce qui a sous-tendu ce vote, ce sont des raisons idéologiques et en plus des raisons idéologiques tout à fait abstraites. Les gens ont voté pour les gens qui ont voté pour le Brexit pensent avoir pris la bonne décision, non pas parce que ça allait améliorer la vie d'un point de vue pragmatique, mais simplement pour être en accord avec le principe de souveraineté. So this was a great turning point in the country, really. It was the point where we said, right from now on, we're not going to do things because they make sense. Because Brexit doesn't make sense, we're going to do them in the pursuit of an idea. And even as the bad consequences of Brexit have been playing out in the last 10 years, still the British haven't really faced up to that decision, I think, and haven't really faced up to its consequences. So even though now quite a large majority of people in Britain support rejoining the European Union, the government is not doing anything about it because this idea has taken hold.
Et ça a marqué un grand tournant pour le pays, puisqu'en fait, il semble que maintenant on ne prend plus des décisions en fonction de ce qui semble être la meilleure chose à faire, mais plutôt parce que on souhaite voir aboutir et on poursuit une idéologie. Et on voit bien que là, ça fait à peu près 10 ans que le Brexit a été voté. Et les Britanniques doivent faire face à leurs décisions et aux conséquences. Et je pense que même si maintenant une grande majorité des Britanniques serait plutôt en faveur d'un retour dans l'Union européenne, il y a toujours quand même cette idée de souveraineté qui reste extrêmement prégnante. Anyway, this isn't a novel about Brexit, so we should stop talking about that, or I should stop talking about that. Donc désolé, c'est pas vraiment un roman sur le Brexit. Je vais arrêter de parler de ça. But in Britain, all politics now is Brexit. Mais bon, maintenant en Grande-Bretagne, toute la politique, ça a un rapport avec le Brexit. Et pour terminer sur cette notion de la fiction, j'aimerais vous faire réagir sur la citation d'une autrice que vous devez connaître, Olga Tokarczuk, qui a écrit dans son discours lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, elle a écrit « La fiction a perdu la confiance des lecteurs depuis que le mensonge est devenu une arme de destruction massive. » Est-ce que vous pensez que les lecteurs ont perdu confiance en la fiction ? Est-ce que vous pensez qu'on peut expliquer aussi cet attrait pour l'autofiction, pour le réalisme le plus pur ? Well, you shouldn't ask a writer what readers think. You should ask readers what they think. I don't know if the people in this room have lost faith in fiction or not. I mean, I can see why she said that, and why you might think that. But personally, I feel I'm fighting a kind of resistance against that idea, and in this book in particular, which is full of not just the typical devices of fiction and crime fiction in particular, but also the cliches of crime fiction. So it's a very enthusiastic embracing of fictional cliches in this novel. And I'm doing that because I think, contrary to that quote, that actually you can attain a kind of truthfulness by lying and by inventing, and we shouldn't lose sight of that idea at the moment when we're desperate to find new ways of being as truthful as possible in a world that is full of half-truths at best. Alors, c'est pas un écrivain qu'il faudrait poser cette question, mais plutôt au public, aux lecteurs. En fait, c'est à eux qu'il faudrait demander s'ils ont perdu confiance dans la fiction. Mais bon, je vois pourquoi elle a dit ça, même si, quelque part, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec elle. En tout cas, spécifiquement aussi dans ce livre qui est vraiment plein des ressorts habituels de la fiction et surtout du polar et j'irais même plus loin, c'est plein de clichés en fait autour du genre policier et du coup moi j'ai beaucoup d'enthousiasme à les réunir, embrasser tout ça vraiment. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec cette citation. Je pense que pour atteindre une certaine forme de véracité, en fait, il faut mentir un petit peu et faire preuve d'un peu d'inventivité. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, surtout à notre époque où on est tous désespérés à trouver de nouvelles manières d'être toujours plus authentiques et véridiques dans un monde qui est pétri de demi-vérités de plus en plus. Also, I think fiction of all forms of writing is the best at fostering in its readers the quality of empathy. And I think empathy is an increasingly important concept and a very visible concept now
in the ideological battles that we find ourselves caught up in. Et puis je dirais que la fiction, de toutes les formes d'écriture possibles, est la meilleure, en tout cas la meilleure pour nourrir chez le lecteur ce sentiment d'empathie, qui est selon moi un concept extrêmement important et un concept de plus en plus visible à l'heure où justement on essaie de se battre contre cette idéologie dans laquelle on est pris en fait. I mean, I don't know if you've noticed how people on the far right, particularly in America, have now appropriated this word empathy and are talking about it as though it's a bad thing. And people like Elon Musk and Stephen Miller, you find them using phrases like suicidal empathy and toxic empathy. And in the view of these kind of apocalyptic idiots, the downfall of Western civilization is going to be that we're too empathetic with each other and too empathetic with other people, and that somehow this is our weakness and our failing. This seems an incredibly dangerous idea to me. And, I take exactly the opposite view, that most of the problems in the world at the moment stem from a lack of empathy. And if fiction, more than anything else, can help foster and increase that, then I'm all for it. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les gens d'extrême droite, et particulièrement aux États-Unis, donc ce mot à la bouche, l'empathie, mais parce que selon eux c'est une très mauvaise chose. Elon Musk et tous ses collègues fustigent l'empathie, ils parlent d'empathie suicidaire, l'empathie toxique. Et donc, ils estiment que tous les gens qui font preuve d'empathie ne sont que de gros idiots qui vont causer la perte du monde dans lequel on vit. Et je trouve que c'est une idée extrêmement dangereuse, puisque justement pour moi c'est tout le contraire. C'est le manque d'empathie qui cause la perte de notre monde actuellement. Et au moins je me dis que si la fiction peut nourrir ce sentiment d'empathie, alors je suis à fond pour ce genre-là. Et alors justement, c'est l'occasion d'en parler, à l'heure des Elon Musk, à l'heure des Donald Trump, à l'heure des Liz Truss, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est encore possible d'écrire de la satire justement? Ou est-ce que, alors qu'on pense que quoi qu'on dise, quoi qu'on invente, toujours pire sera dit ou fait après? Est-ce que c'est encore possible d'écrire de la satire politique aujourd'hui? In some ways it's easier to write satirically because all you have to do is to transcribe reality. And the joke is already there. Even though Liz Truss says a lot of things in my novel, none of them are invented. They're all taken from her speeches and her interviews. I didn't make anything up and put it into her mouth because I didn't need to. You just have to quote what she says. Alors je dirais que quelque part, c'est plus facile parce qu'en fait, il n'y a plus qu'à retranscrire ce qu'on entend, il n'y a plus qu'à retranscrire la réalité. En fait, la blague est déjà là, elle est déjà toute faite. Et je peux vous dire que toutes les citations que l'on trouve dans le livre, tous les mots de Liz Truss, je n'ai rien inventé. J'ai vraiment tout pris de tous les discours et de toutes les déclarations qu'elle a pu dire. Ce sont des citations littérales. Having said that, I wouldn't like to be a writer in America at the moment. I wouldn't like to be in America at the moment, full stop, because, Trump is such an extraordinary figure and so unpredictable, so extreme. It would really be difficult, I think, for any writer to guess what he's going to do next or what he's going to say next. And I think that would be a real challenge for a satirical writer. But he's a very special case. Alors, ce qui est certain, c'est que j'aimerais pas être un écrivain américain en ce moment. Enfin, en fait, j'aimerais juste pas du tout être aux États-Unis en ce moment, et point. Parce que, quand même, Trump, c'est un personnage assez extraordinaire. Il est aussi imprévisible qu'extrême. Et je pense que ce serait difficile en fait pour quelconque écrivain ou écrivaine de deviner ce qu'il va pouvoir faire ensuite, ce qu'il va pouvoir dire ensuite. Enfin, là, c'est ce serait un véritable défi que d'écrire de la satire sur lui parce que c'est vraiment un cas à part.
Et alors, vous parliez d'empathie et c'est le lien dont j'avais besoin pour arriver peut-être à une partie que je trouve très importante dans votre roman. S'il y a deux personnages qui ont de l'empathie dans Les preuves de mon innocence, c'est Phil et Rachida, deux personnages vraiment magnifiques du roman. Et elles représentent ce qu'on appelle la Gen Z. Et en fait, à la relecture de votre roman, je me suis aussi rendu compte que c'était un très bel hommage, un très beau roman sur cette génération née à la fin des années 90 et milieu des années 2000, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette génération? Pourquoi est-ce que vous aviez envie d'en faire un petit peu le cœur de votre roman aussi, d'une certaine manière? Well, I have two daughters in their 20s. So I talk to them a lot about what's happening in the world today. I try to talk, find out what they're talking about with their friends, and this kind of thing. And I think this generation has been left with a very difficult legacy by my generation. And I'm interested in how they deal with it, and also kind of full of admiration in a way for the courage and the resolution with which they face the mess that my generation has left them in. Alors j'ai moi-même deux filles qui ont une vingtaine d'années et j'aime beaucoup parler avec elles. J'aime bien aussi savoir un peu de quoi elles parlent avec leurs amis, ce genre de choses. Et je trouve que on leur a quand même, ma génération leur a laissé un monde pas en très bon état. Et ça m'intéresse vraiment de savoir comment cette génération gère tout ça en fait. Et puis surtout j'ai vraiment une très grande admiration pour leur courage et leur détermination face à l'état du monde que ma génération leur a laissé. Of course, it's always a little dangerous and a little risky when a man in his 60s writes from the point of view and in the voice of two women in their early 20s. You don't know if you're doing it right. You don't know if it's going to be convincing. So I'm waiting for feedback from members of Gen Z to tell me whether my portrayal is accurate, but I have no readers who are women in their 20s, so it hasn't happened yet. Puis aussi, je dois quand même avouer que je trouve ça toujours un peu risqué et dangereux quand un homme d'une soixantaine d'années cherche à donner le point de vue d'une femme qui aurait la vingtaine. On se demande toujours si on va faire ça correctement, si ce sera convaincant. Donc j'aimerais bien avoir des retours de jeunes qui appartiennent à la génération Z. Mais bon, je n'ai pas de lectrice féminine d'une vingtaine d'années. Ça ne m'est donc encore jamais arrivé d'avoir ce type de retour. I mean, looking at this audience, I can't see all the way to the back of the room, but I don't see many representatives of Gen Z peut-être des millennials in the audience tonight. Et puis donc quand je regarde le public qui est ici ce soir, bon je vois pas tout le monde là jusqu'au bout de la salle, mais bon il m'a pas l'air d'y avoir beaucoup de gens de la génération Z ici. Alors peut-être effectivement des millennials. Bon, si j'ai des retours à la librairie, je vous en ferai pas un premier. Yes, please pass it on. Et alors en plus, vous simplifiez pas non plus la tâche parce que vous dites que c'est compliqué d'écrire le point de vue de deux femmes, mais l'une de ces femmes, Rachida, est une femme noire et en plus avec une sexualité bien différente de la nôtre. Comment est-ce que vous vous êtes peut-être alimenté de justement vos deux filles pour rendre ces personnages à la fois crédibles, éviter les clichés, éviter les écueils qu'on peut imaginer? Est-ce que vous êtes nourri justement de vos filles? Well, I don't know if I avoided the cliches. I hope I avoided the cliches. But you just, it's not rocket science, as we say in English. You just have to listen to what's going on around you and just listen to what people are saying to each other and talking about. I mean, everything in my books comes from what I hear rather than what I see. I'm a listener rather than a viewer. So yeah, I will eavesdrop shamelessly on conversations my daughters are having together and conversations they're having with their friends.
I will listen to conversations in cafes and on buses when I'm out and about. And if you're doing the job properly and if you have a good ear, then you begin to pick up a sense for the kind of things that people are talking about and the way they're talking about it. Alors j'espère être parvenue à éviter les clichés, mais bon. C'est pas j'ai pas la science infuse, quoi. C'est pas, ça ne tombe pas du ciel. En fait, il faut vraiment écouter les gens parler. C'est ça le plus important. En fait, moi, tout ce que j'écris vient de ce que j'entends, surtout pas de ce que je vois. Donc moi, j'adore écouter les conversations et notamment écouter ce que mes filles se racontent entre elles, essayer d'écouter ce qu'elles racontent à leurs amis. J'adore aussi écouter les conversations quand je suis dans un bar. Pardon, ou dans le bus, enfin ce genre de choses. Et donc au fil du temps, j'ai quand même développé grâce à mon oreille un assez bon sens pour rendre en fait ce dont les gens parlent et surtout la manière dont ils en parlent. Alors, avant de laisser la parole au public, j'aimerais juste peut-être conclure sur cette idée de génération. Vous dites à un moment dans votre livre quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Vous dites qu'en Angleterre, on est rentré dans les années 80, non pas en 1980, mais en 1985. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et à partir de quand est-ce qu'on est rentré justement dans ces années 80 en Angleterre? Yeah, it goes back, I suppose, to what we were saying about clichés and how you want to avoid them. And we have a certain image in our minds of what the 1980s were like. A lot of it based on movies, I guess, on Hollywood movies like Wall Street, where everyone is talking on their mobile phones. People are wearing the power suits with the big shoulder pads, and everybody is making money and working in banking and greed is good and all this kind of thing. And I wanted to write in this novel about the first half of the 1980s, which I don't remember being like that at all. Alors je crois que ça nous ramène à ce qu'on vient de dire justement sur les clichés et la manière de les éviter. Parce que voilà, on a tous cette image en tête des années 90 qui a été très influencée par les films. On s'imagine tout de suite Wall Street, des gens en costume, téléphone vissé à l'oreille. Il n'est jamais que en permanence question d'argent, de spéculation, de fort appétit pour l'argent comme étant en plus une très bonne chose. Et donc, je voulais particulièrement me concentrer dans ce roman sur la première moitié des années 80 parce qu'il me semble que c'est cette première moitié dont on se rappelle le moins et ce qui est moins courant aussi. So we became a much more individualistic, maybe more selfish society in the 1980s, but that was a gradual process and one which went alongside, I think, certain technological developments. So one of the key dates for me, which I talk about in this book, is the fact that the first public mobile phone call in Britain was made on the 1st of January 1985, and that to me is quite a turning point. Et il me semble que la société est devenue plus individualiste et peut-être même franchement égoïste, et que ça a commencé justement dans les années 80. Mais ça a été un processus assez progressif. Et il me semble que tout ça est né avec le développement des technologies. Et un moment clé, d'ailleurs dont je parle dans le livre, c'est que le premier appel sur téléphone mobile, enfin passé par le grand public, ce premier appel a été passé le 1er janvier 1985. Et il me semble que pour moi, du coup, c'est vraiment ce premier appel qui a marqué le tournant de la société. So the mobile phone, which was meant to connect us, also, of course, has in some ways had the opposite effect, and we now sit on our devices, ignoring the people around us and locked into our own technological universe.
At around about the same time, we had the invention of the Sony Walkman, where we were able to listen to music on headphones rather than sharing it with other people. And of course, the first home computers were starting at around the same time. Again, a device which is meant to connect us, but has had the opposite effect in many respects. Et puis donc ce téléphone portable qui était censé tous nous relier les uns aux autres a abouti à ce que l'on soit chacun dans notre coin, les yeux rivés sur nos téléphones, à ignorer les gens qui sont autour de nous. C'est un peu comme si on était prisonnier de notre propre petit univers technologique. Il faut aussi rappeler que c'est dans les années 80 que Sony a développé le baladeur avec le casque, qui a fait que du coup on écoutait notre musique pour nous-mêmes sans plus la partager avec les gens autour de nous. C'est au même moment aussi qu'il y a eu le développement de l'informatique et des ordinateurs qui étaient eux aussi censés nous relier tous les uns aux autres, mais n'ont fait que nous isoler de plus en plus. But of course, these were all incremental changes rather than something that just happened with a click of a finger, as soon as the calendar turned to 1980. So I wanted to write about those 5 years in particular, the first half of the 1980s, where these technological and political changes were just beginning to make themselves felt. Une fois encore, tous ces changements ont été vraiment très subtils et progressifs. Ils ne se sont pas faits en un claquement de doigts, de même que les années 80 n'ont pas réellement commencé après les 12 coups de minuit au 1er janvier 1980. Mais ce qui a vraiment été important, c'est cette première moitié des années 80 et tous ces changements technologiques qui ont quand même impulsé le climat actuel. Alors, il est temps de peut-être vous donner la parole dans le public. Je vais faire passer le micro pour ceux et celles qui le souhaitent. Est-ce que quelqu'un a peut-être une question à poser à Jonathan ou une remarque sinon, j'en ai d'autres, mais bon, peut-être qu'on m'a assez entendu. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça marche ? Oui. Moi, je voudrais vous interroger, vous poser la question de savoir comment vous travaillez. Est-ce que quand vous écrivez, c'est un flux, un jet continu, ou bien c'est par vague, avec une nécessité d'aller chercher peut-être de l'info pour compléter votre écrit ? I get asked this question a lot, and it's an interesting question, but it's also a very difficult one to answer because I don't have a method, I don't have a consistent method, and every book is completely different. Alors c'est une question qu'on me pose souvent. Pour moi, c'est assez difficile de répondre parce qu'en fait, je n'ai pas de méthode, ou en tout cas, je n'applique pas nécessairement la même méthode pour chaque livre. With this book, for instance, as we said at the beginning of the session, it's a whodunit, a murder mystery. So I had to work on the plot very carefully. I had to decide who was the murderer and who were the other suspects. There's a lot of technical things and structural things that you have to plan in advance if you're writing this kind of novel, which would not be the case in a different kind of novel of mine, like for instance Monsieur Wilder et moi. Alors pour ce livre aussi, par exemple, comme on le disait là au début de cette rencontre, c'est un whodunit, donc il s'agit de découvrir l'identité du meurtrier. Donc forcément, j'ai dû énormément travailler sur mon intrigue, décider qui allait être ce meurtrier, trouver des suspects. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses, tant d'un point de vue technique que structurel, sur lesquelles il fallait que je travaille et que je planifiais à l'avance. Ce qui n'aurait pas du tout été le cas dans un autre roman comme Monsieur Wilder et moi, par exemple. I like thinking about books more than I like writing them. Et j'adore réfléchir à mes livres plus que les écrire. I don't really like the act of writing, sitting in front of a computer or sitting with a notebook. What I like is getting ideas and
putting them together in ways that excite me. Et puis en fait, j'aime pas vraiment l'acte d'écriture lui-même, être là assis à mon ordinateur ou à écrire dans un carnet. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des idées, rassembler ces idées dans ma tête d'une manière qui m'enthousiasme et me plaise. So when I actually sit down to write, I usually write very quickly, partly because the idea is already formed in my mind, but also just because I want to get it finished as quickly as I can. Et donc, quand je m'assois pour écrire, je fais vraiment en sorte que ça aille vite. D'abord parce que j'ai déjà toutes mes idées en tête, en fait. Et puis aussi parce que j'ai envie d'en finir le plus rapidement possible. And I don't think I've ever written a book as quickly as I wrote this one, The Proof of My Innocence. So on a good working day with this novel, I would write 6 or 7 pages a day, which for me is a lot. Je crois que j'ai jamais écrit aucun de mes romans aussi vite que j'ai écrit celui-là, Les preuves de mon innocence. Disons que dans les bons jours, j'arrivais à écrire 6 à 7 bonnes pages, ce qui pour moi est énorme. But Flaubert did say a very reassuring thing about writing when he said that a good sentence is a good day's work. And that is really the most reassuring thing I've ever heard, because if you finish a day and you've written 2 sentences, well, you think, well, that's twice as good as Flaubert. Et Flaubert a dit cette chose que je trouve extrêmement rassurante, c'est qu'il a dit une bonne phrase, c'est une bonne journée de travail. Donc ça me rassure parce que quand moi je finis ma journée avec 2 phrases, je me dis alors je suis 2 fois meilleur que Flaubert. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la distance toujours grandissante entre la droite et la gauche, l'absence de dialogue. C'est un point assez particulier, mais j'imagine que nous avons vécu, vous et moi, le drame des années 70 en Angleterre, dans l'hiver des malheurs, the Winter of Discontent, par exemple. Est-ce que les choses allaient vraiment mieux avant? In some ways, yes. I think that Britain was... I mean, this is a very complicated question, and really what you're asking me about is the subject not just of this novel but of all my novels, certainly all my political novels, because in a way this is the question that I'm trying to answer in all of these books. You know, that have we taken the wrong turn? Alors d'une certaine façon, oui, la Grande-Bretagne. Enfin, c'est quand même une question très compliquée que vous me posez en fait, parce que en fait, c'est ce que vous me demandez, c'est pas seulement le sujet de ce livre-là. En fait, c'est le sujet de tous mes romans et tous mes romans politiques, du moins. Donc, c'est exactement la question à laquelle j'essaie de répondre dans tous mes livres. C'est est-ce qu'on aurait pris un mauvais tournant? And you know, there's no simple answer to your question, and the answers one might give would contradict each other in many ways. The 1970s in Britain, for instance, were not a good time to be black, not a good time to be a woman, particularly, not a good time to be gay. You know, for all of these people, I think life has, in many ways, improved in the last 40 or 50 years. Et bien sûr, la réponse ne sera pas simple et sans doute même contradictoire à plus d'un titre, mais je dirais que quand même les années 70, la Grande-Bretagne des années 70, c'était vraiment pas une bonne période si vous étiez noir, si vous étiez une femme ou si vous étiez gay. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la vie s'est améliorée pour les minorités sur les 40 à 50 dernières années. But in Britain, at least, at an institutional level, at a governmental level, from both the main parties, there was an agreement, a broad agreement on what kind of society we wanted to have. And it was a society in which the weaker and more vulnerable people would be assisted and supported by the stronger and wealthier people. And that idea was really obliterated in the 1980s.
Et en Grande-Bretagne, tout du moins au niveau institutionnel, je pense que les deux grands partis étaient venus à ce grand accord que la société allait ils ont eu un grand accord sur la société, et cet accord, c'était que les plus faibles et les plus vulnérables allaient être soutenus par ceux qui étaient plus forts et plus riches qu'eux. Et ça, c'est un accord qui a été complètement oblitéré à partir des années 80. I mean, the winter of discontent, which you mentioned, this was really a phrase invented by the British right-wing newspapers as a way of fixing a certain idea of what had happened in the public's mind. And, like all of these stories which are only half true, then, it was very damaging, and it implanted a very damaging idea in the public's mind of what had happened in Britain in the 1970s, which in some respects was a very successful decade. Et donc, ce Winter of Discontent, l'hiver du mécontentement, en fait, c'est une phrase qui a été inventée par les journaux de droite pour vraiment imprimer ce phénomène dans la tête de l'opinion publique. Et selon moi, ça n'est qu'à moitié vrai, en fait. Et c'est même une idée qui a causé plus de tort, qui a fait plus de mal que de bien, en fait, dans l'opinion publique, parce que ça a occulté toute une part de la vérité de ce qui se passait aussi à cette époque-là, qui quand même d'une certaine manière a été un succès. Bien, alors avant de passer à une petite séance de dédicace, peut-être vous rappeler un prochain rendez-vous important. Le 28 janvier, nous recevrons l'autrice Caris Davis, une autrice écossaise, pour son formidable roman Éclairci. Vous pouvez le noter dans vos agendas. Et il me reste plus qu'à remercier Aurélie pour cette traduction absolument merveilleuse, comme d'habitude. Oui, merci Aurélie. Merci. Les éditions Gallimard aussi. Et pour finir, merci Jonathan Coe pour ce merveilleux. Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Vous avez pu écouter à l'instant Jonathan Coe lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 13 janvier 2026, à l'occasion de la présentation de son roman « Les preuves de mon innocence » paru aux éditions Gallimard, tout comme l'ensemble de son œuvre en français. Réalisation et mise en onde Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.